Bonjour à tous. Que faire du populisme? La référence au populisme semble bien, en ce début de XXIe siècle, redoubler de fait et se faire de plus en plus accusatrice en droit, dans le cadre des sociétés démocratiques désenchantées de notre temps. Une telle peur du loup populiste provient-elle d'un corps étranger qui menacerait de s'introduire de l'extérieur dans la démocratie actuelle, ou bien ne tient-elle pas plutôt à l'essence même de la démocratie, et plus particulièrement à la crise de la représentation en politique qui sévit actuellement dans nos démocraties tiraillées entre les modèles représentatifs, participatifs et délibératif. Si le populisme est bien l'ennemi public numéro 1, selon la science et l'action politique démocratique, ne faut-il pas l'exclure de la cité, voire l'excommunier de l'humanité? Cependant, s'il s'avérait que le chef d'inculpation politique de populisme relève bien souvent d'un anathème idéologique anti-populaire, ne faudrait-il pas accorder au populisme quelques considérations en vue de la refondation républicaine de la démocratie contemporaine? En un premier temps, donc, le populisme n'est-il pas l'effet et non pas la cause de la crise ou corruption de la démocratie représentative? En référence à l'antique question de la meilleure forme de gouvernement et en référence à l'école moderne du droit naturel, chez Rousseau et Kant notamment, les États démocratiques contemporains fondent le bien vivre ensemble politique, libre, égal et fraternel, sur le choix par le peuple lui-même et en son sein de représentants détenant et exerçant la puissance publique législative d'établir des lois, exécutive de les appliquer et judiciaire d'en sanctionner le non-respect, selon le principe que toute autorité qui gouverne une nation doit être émanée de la volonté générale, dit Benjamin Constant, sans oublier le principe de la séparation de ces trois pouvoirs, selon Montesquieu. Si donc le peuple est bien la source de l'autorité politique, il n'en détient pas l'exercice. N'est-ce pas la formule même de la démocratie libérale contemporaine? Mais l'application pratique de ce principe représentatif n'est-elle pas aujourd'hui en crise ou corruption du fait de son impuissance technique, la souveraineté des parlements nationaux se trouvant progressivement usurpée par la gouvernementalisation, voire la présidentialisation du pouvoir politique, notamment en France, sans oublier sa captation par des instances supranationales, européennes notamment, mais aussi du fait de sa perversion éthique par des représentants qui font prévaloir des intérêts privés sur l'intérêt public. N'est-ce pas ainsi que l'on en arrive à une fracture politique entre les gouvernés et les gouvernants, entre le peuple et les élites, la distinction de droit entre représentants et représentés ne faisant alors qu'exprimer, tout en la masquant, leur séparation et opposition de fait entre dominants et dominés, sous la figure insidieuse, car paradoxale, d'un despotisme démocratique, dit Tocqueville, ou celle d'une pernicieuse oligarchie technocratique, désormais décomplexée, qui n'hésite plus à crier au loup populiste
dès que le peuple ose encore mettre en scène ses aspirations à la liberté, à l'égalité, à la justice, donc, ou même à sa simple sécurité, surtout en période de crise économique et sociale, et sanitaire, et guerrière, qui le met bien à mal. Le peuple s'expose ainsi à son exclusion d'un cercle de la raison autoproclamé et dont l'inculpation de populisme justifie idéologiquement, en la voilant, la violence de l'ordre, ou plutôt du désordre, établi, en accusant les sursauts de mécontentement populaire de tous les maux de la société. La sécession ou séparation des élites, engendrant ainsi la sécession des classes populaires et moyennes, nourrissant alors un légitime sentiment d'être relégués. Plutôt donc que de brandir sans cesse l'accusation politique de populisme qui confine de plus en plus à l'anathème idéologique anti-populaire, voire à une véritable démophobie, ne faudrait-il pas au moins considérer l'appel au peuple, voire du peuple lui-même, à reconquérir sa souveraineté, comme un quasi-lanceur d'alerte à propos des réalités pathologiques effectives auxquelles les idéologues de la bien-pensante morale démocratique ou de la suffisance plutocratique opposent un méprisant déni de réalité. L'insécurité matérielle et culturelle, notamment à propos de l'identité et de la dignité même du peuple, ne serait-elle qu'un sentiment illusoire et même une peur coupable de l'autre, justiciable d'un racisme et d'une xénophobie rance et moisie, voire nauséabond? Ou bien cette insécurité ne serait-elle pas une réalité écrasante qu'impose partout le rouleau compresseur d'une mondialisation effrénée, impitoyable, aux plus faibles, les perdants de la globalisation? Quand on sème systématiquement un arrogant mépris, faut-il s'étonner de recueillir une demande radicale de reconnaissance à tout prix, même le pire? Si donc le principe représentatif est bien la condition de possibilité même du populisme, ne faut-il pas s'en détourner pour lui préférer la démocratie participative comme seul antidote véritable à la fracture politique et donc à toute dérive populiste? En un deuxième temps, en effet, pour éviter une telle dérive pathologique, ne faut-il pas réunir précisément la source et l'exercice de l'autorité politique dans le même sujet agent, c'est-à-dire le peuple lui-même, comme le fait expressément Rousseau, fondateur du principe républicain moderne, quand il écrit « Le peuple soumis à des lois en doit être l'auteur », faisant ainsi du peuple un sujet de droit, juridico-politique constituant, se distinguant de tous les objets de fait empiriquement constitués, population, populace, masse, classe, race, sexe et même société et nation. Rousseau précise que la principale caractéristique de la volonté générale est d'être inaliénable ou indonnable à un autre, disqualifiant ainsi le principe même de la représentation parlementaire de notre premier moment. Si par souci d'efficacité, il faut bien que le peuple se donne un gouvernement constitué de représentants, exécutifs donc, et non plus législatifs, ce n'est alors que pour exécuter les décisions prises et signifiées par le peuple, formé par l'ensemble des citoyens, qui expriment la volonté générale sous la forme d'une loi identique et impérative pour tous. C'est pourquoi Rousseau, au nom de l'indivisibilité
de la souveraineté rejette aussi le principe de séparation des pouvoirs pour établir la primauté de la loi dans la hiérarchie des normes collectives, toutes les autres devant en dépendre, exécutives comme les décrets gouvernementaux ou judiciaires comme les arrêts de justice. Mais ce principe participatif radical, repris de l'antique démocratie athénienne et dont se réclame le populisme lui-même, ne témoigne-t-il pas lui aussi de quelques corruptions dans sa mise en œuvre historique depuis la Révolution française? Si la souveraineté du peuple y est déclarée indivisible et inaliénable, en théorie, n'est-elle pas divisée et aliénée dans les faits? Les représentants exécutifs ou commissaires du peuple sont-ils réellement moins susceptibles que les représentants législatifs, députés et autres sénateurs d'usurper la souveraineté du peuple? Et les participants des AG souveraines ne sont-ils pas souvent eux-mêmes plus soucieux d'expression et d'action directe de soi que de l'élaboration d'un quelconque nous, indirect par définition? Cela ne justifie-t-il pas la critique du peuple, la plus antique et classique, chez Platon, Montesquieu, Tocqueville et même Rousseau, d'un peuple qui n'est le plus souvent qu'une foule, ou encore une masse, ignorante et donc incompétente, et même inquiétante, car dépourvue de toute vertu politique. Une plèbe donc, plutôt qu'un démos, faisant alors le lit de toutes les dérives anarchisantes, puis, logiquement, par contre-coup, despotisantes, autoritaires, voire totalitaires. N'est-ce pas par le consentement, voire pour le contentement des peuples eux-mêmes, que parviennent au pouvoir des apprentis dictateurs, qui savent manier une rhétorique populiste démagogique, qui en appelle au peuple réel des vrais gens d'en bas, à l'encontre des élites usurpatrices du pays légal d'en haut, selon le dogme de l'infaillibilité de la vox populi, qui serait vox dei, clivant ainsi le peuple un selon un rapport antagonistique belliqueux entre nous et eux, faisant s'exprimer les passions partisanes les plus obscures et vindicatives, ressentiment, haine, xénophobie, racisme. Le populisme devenant alors la cause, cette fois, de la corruption de la démocratie participative. Mais alors, une telle corruption des modèles démocratiques, représentatifs, puis participatifs, est-elle un irrésistible destin susceptible de nous faire désespérer de la démocratie elle-même? Ou bien la science et l'action politique peuvent-elles encore y remédier? Ainsi donc qu'au danger populiste lui-même. Et si oui, comment? En un troisième et dernier temps, donc, le modèle de la démocratie délibérative ne pourrait-il pas nous y aider? Selon le principe délibératif qui vient de l'actuelle éthique de la discussion fondée par Apple et Habermas, une société est démocratique quand ses affaires sont gouvernées par la délibération publique de ses membres. Ce qui est décisif ici, ce n'est donc plus l'expression de la volonté politique des citoyens, qu'elle soit directe, participative ou indirecte, représentative, mais la formation même de cette volonté, dans et par un processus de délibération collective engendrant l'élaboration argumentative d'une raison publique commune par le biais d'un décentrement réciproque
des opinions ou positions respectives de concitoyens qui ne s'expriment et ne communiquent plus spontanément, mais construisent progressivement des significations symboliques partagées, selon un type logique original, conjuguant les principes U et D de l'universalisation des positions par la médiation de la discussion de tous. Mais alors, la mise en œuvre pratique de ce modèle, bien plutôt que de se substituer au modèle représentatif et participatif, n'en présuppose-t-elle pas une synthèse qui en retienne les vertus respectives et conjointes? La formation de la volonté générale par le biais du suffrage universel et du vote à bulletin secret requiert en effet la participation active en amont de tous les citoyens à la discussion publique dans des assemblées populaires de base, tout comme leur représentation par des assemblées de deuxième et même énième degré. Comment exclure alors de ces délibérations et décisions collectives des parties entières du peuple, voire la majorité, les classes populaires et même moyennes maintenant, sans un insupportable déni de démocratie, qui engendre par contre-coup une légitime volonté de refondation républicaine de la démocratie, qui redonne la primauté au législatif sur l'exécutif et le judiciaire, pour ce qui est des institutions objectives, et la priorité à la vertu, qui est l'amour de la liberté et de l'égalité selon la loi, pour ce qui est des intentions subjectives. Si donc il s'avérait que le sursaut populaire peut être considéré comme un quasi-lanceur d'alerte relativement au dysfonctionnement des démocraties contemporaines, et surtout une aspiration et même un appel à une remobilisation du peuple qui lui rende une certaine conscience de soi et confiance en soi, et même sa propre capacité d'agir comme sujet, ne serait-ce que pour le faire retourner aux urnes, en respectant l'expression électorale. Donc, comment ne pas lui reconnaître quelques vertus civiques, pour le plus, et le considérer, pour le moins, comme un adversaire à combattre chez ces orateurs manipulateurs, mais avec les moyens et dans le cadre de l'état de droit démocratique, surtout républicainement refondé, et sous la condition expresse qu'ils le respectent eux-mêmes, sublimant ainsi le rapport guerrier antagonistique entre ennemis en une relation agonistique pacificatrice entre adversaires d'un espace-temps politico-symbolique commun, comme y appelle notamment Chantal Mouffe. Mais pour ne pas tomber, à contrario, dans le piège de la banalisation du populisme recherché par ses chefs, il faut se montrer exigeant et intraitable à l'égard de ces pathologies, et donc des siennes propres, pour éviter de prendre avantageusement la pose moralisatrice démocratiquement correcte, et en distinguant toujours bien la politique de la morale comme de la guerre, contrairement à ce que fait l'anathème idéologique anti-populaire. Et cela afin de mener fermement le débat et le combat des idées contre la xénophobie, le racisme, fût-il culturel, mais aussi l'autoritarisme et la brutalisation des mœurs de tous bords politiques. Cela nécessite sans doute de distinguer un national-populisme identitaire, particulariste, de droite, extrême ou non, fondé sur la référence au peuple ethnos, et un social-populisme protestataire, universaliste, de gauche, extrême ou non, fondé, lui, sur la référence au peuple démos, mais sans outrance antifa, déplacée, car confuse et avantageuse à l'encontre du premier,
tout comme sans complaisance progressiste bien pensante à l'égard du second. Concluons. S'il s'agit donc bien de refonder la démocratie en restituant au peuple sa souveraineté et à la politique sa noblesse, cela ne se peut qu'en combattant la nouveauté principale de ce néo-populisme, la désymbolisation régressive de la pensée et de l'action par le populisme industriel, dit Stigler, imposé par le divertissement culturel de masse, qui administre le règne d'une post-vérité, qui fait primer les affects sur les faits et surtout sur les idées et même sur les véritables sentiments. Et cela en complétant le modèle délibératif lui-même par un principe I pour instruction de tous, œuvrant à une critique dialectique, argumentative, de la rhétorique persuasive démagogique, en une reprise de l'antique et classique tradition réflexive qui a donné naissance à la philosophie comme à la démocratie elle-même, jusque dans l'instruction publique et l'éducation populaire contemporaine, dont nos rencontres de Sophie, qui travaillent à rendre la raison populaire, sont un écho modeste mais résolu. Merci de votre patience à tous.